pense que c'est important de limiter ces déchets, ce nombre de déchets. Je m'en tape. Je m'en tape. C'est justement le début de quelque chose qui va mener finalement à une bonne action. Et il faut toujours commencer quelque part. C'est une première mondiale, hein, ça n'a jamais été encore fait à cette échelle-là dans un pays dans le monde. Du vol, il y en a, hein, de la perte de manière générale, c'est pas forcément du vol, hein, ça peut être juste un mauvais tri en point de collecte. Maintenant, c'est pas à des niveaux qui sont catastrophiques aujourd'hui, hein, pas du tout, on n'est pas sur du dramatique. On est aussi sur une perte qui peut être normale dans le secteur de la restauration. Vous parlez à n'importe quel restaurateur des pertes de cuillères, de petites cuillères qu'il a. Je suis sûr qu'il va vous raconter la même chose. On a beaucoup. Il faut le maîtriser parce que c'est un surcoût pour les enseignes et c'est pour l'impact environnemental, c'est pas l'idéal. Donc, tout le travail, notamment grâce à la traçabilité aux données qu'on a, c'est de voir comment ce taux de perte évolue. Est-ce que les gens vont se lasser, en fait, finalement, de prendre les contenants une fois qu'ils en ont 2-3 chez eux? Est-ce que ça va s'arrêter là? Est-ce qu'il y a un effet de saisonnalité aussi? On l'a déjà constaté, notamment avec les vacances. Pour des restaurants qui vont être à côté de camping, par exemple, il peut y avoir des surpertes à un moment. Et comment tout ça donc évolue et quelle méthodologie on peut mettre en place pour diminuer au maximum ce taux de perte? Initialement, le but, c'est surtout de comprendre effectivement où est-ce que les contenants sont perdus, de comprendre aussi le niveau de stock qu'on a pour être sûr que l'enseigne ne soit pas en rupture et qu'elle repasse à des emballages jetables parce qu'on avait mal anticipé les stocks. Non, c'est pas une puce GPS qui nous permet de savoir où sont tous les contenants à l'instant T. Ça nous permet en fait de scanner les contenants dans des points de passage. Par exemple, quand ils sont dans le restaurant, on sait qu'ils sont dans le restaurant. Quand ils sont plus dans le restaurant, on sait qu'ils ne sont plus dans le restaurant. Donc, ça nous permet de mesurer un petit peu ces flux-là pour mieux comprendre ce qui se passe et effectivement mettre plutôt en place des méthodes douces pour accompagner le retour des contenants, de la communication, de ce qu'on appelle les nudges aussi pour expliquer aux consommateurs avec, par exemple, des petits signaux, des petits symboles, où est-ce qu'il doit ramener ses contenants pour pas qu'ils soient perdus, justement. C'est pas vraiment, aujourd'hui en tout cas, le but d'une méthode coercitive. C'est des plastiques qui sont capables de durer plus de 1000 cycles, hein, si on les laisse un petit peu tranquilles. Maintenant, encore une fois, c'est une question de recul. On n'a pas forcément le recul nécessaire pour se dire, chez McDonald's, par exemple, ça dure de manière sûre tant de cycles. Nous, on vise plusieurs centaines de cycles, hein, chez Pixo, et dans les contenants qu'on utilise et qu'on possède et qu'on met à disposition de nos restaurateurs, c'est plusieurs centaines de cycles qui sont visés. Après, du coup, en fonction de l'usage qui est fait du contenant, s'il est utilisé 2-3 fois par jour, ça fait un contenant qui dure un peu plus d'1 an, par exemple. Alors oui, il y a la consommation au niveau de l'eau qui peut, je pense, être remise en question, mais je pense qu'ils ont quand même prévu derrière des plus grosses machines, enfin j'espère. C'est quelque chose qu'il faut effectivement surveiller et qu'il faut optimiser. Maintenant, il faut savoir que les contenants soient nettoyés sur place ou dans des centres de lavage, quoi qu'il arrive, les machines qui sont utilisées sont des machines industrielles, de professionnels. C'est pas le lave-vaisselle que vous avez à la maison. Elles sont beaucoup plus performantes. Une partie de son impact négatif, entre guillemets, pour le contenant réutilisable est sur le lavage. En revanche, la plupart des études, à part celle des lobbies du papier, prouvent que cette consommation d'eau et cette consommation d'énergie restent inférieures à l'équivalent pour le jetable. Si vous avez un emballage en papier, je ne vais même pas parler des emballages en plastique, si vous avez un emballage en papier, en fait, lorsqu'on transforme l'arbre en cellulose, il faut utiliser beaucoup d'eau. Lorsqu'on transforme la cellulose en emballage propre à la consommation, il faut utiliser beaucoup d'eau qui ensuite est polluée d'ailleurs par des agents chimiques. Ensuite, on le peint, il faut utiliser de l'eau. Quand on le recycle, il faut utiliser de l'eau qui est à nouveau polluée. Donc en fait, cette consommation d'eau existe aussi pour le jetable et est supérieure à ce qu'on peut trouver pour le réutilisable.